Alors j'entends par crédulité le fait que nous avons tendance, statistiquement, je dirais sur le grand nombre, à endosser des propositions intellectuelles, des idées, des représentations du monde qui ne sont pas toujours sélectionnées de façon optimale. C'est-à-dire que c'est l'expression non pas de la bêtise ou de la faiblesse intellectuelle en général, mais simplement le fait d'accepter des idées qui vont dans le sens soit de mon désir ou simplement des pentes naturelles de mon esprit, de mon intuition. Alors ça, je ne le dirai pas. Je pense que la crédulité est vraiment un fait anthropologique. C'est une négociation intellectuelle avec le monde. La connaissance en est une autre. Et selon les conditions sociales, évidemment, c'est l'une ou l'autre qui peut plus facilement s'exprimer. Ça dépend tout simplement de la façon dont les idées sont sélectionnées collectivement, socialement. Mais il est vrai que nous sommes confrontés, non pas donc à un changement anthropologique de l'homme, nous ne sommes pas plus crédules qu'avant, mais nous avons des conditions sociales qui facilitent l'expression de la crédulité, comme le fait par exemple qu'il y ait une disponibilité massive de l'information. Il n'y a jamais eu autant d'informations disponibles aujourd'hui que n'importe quand dans l'histoire de l'humanité. Plus d'informations publiées depuis les débuts des années 2000 que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. En 2005, il y avait 150 exabytes de données disponibles. En 2010, il y en avait 8 fois plus. Eh bien, cette disponibilité de l'information, qui est une formidable nouvelle pour l'humanité, bien entendu, elle nous permet aussi d'aller chercher systématiquement l'information qui va dans le sens de nos représentations. Et donc, elle savonne la pente de la crédulité. Ah non, ce dont on parle aujourd'hui n'est pas réellement neuf. Je ne vous apprendrai pas qu'il existe toute une série de textes mythologiques, religieux, qui prétendent décrire le monde et depuis fort longtemps. Donc c'est certainement pas notre époque qui a inventé l'infox ou les rumeurs, les légendes urbaines, les religions, les superstitions, les théories magiques et que sais-je. Non, notre époque, elle donne une caractéristique particulière, je l'ai dit, c'est qu'elle met à disposition beaucoup d'informations et surtout elle met tous les points de vue en concurrence. Que ce soit le point de vue de la science, peut être concurrencé par celui de la pseudoscience, alors qu'auparavant, les mondes sociaux étaient relativement séparés, il y avait quelques frictions de temps en temps, mais il y avait des régulateurs de ce marché. La caractéristique d'aujourd'hui, c'est que ce marché de l'information est massivement dérégulé et que ce qui l'emporte sur ce marché souvent, c'est la motivation des acteurs. Ceux qui sont motivés à faire valoir leur point de vue, le rendre plus visible que les autres, et souvent cette motivation, elle n'est pas totalement décorrélée de la crédulité et d'une façon générale de motivation idéologique. Absolument. La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que notre cerveau, vous savez, c'est un des outils les plus complexes de l'univers, 1 million de milliards de connexions dans notre boîte crânienne. Alors, on n'en use pas tous de la même manière, manifestement, mais il y a des ressources insoupçonnées dans le cerveau humain, ce que j'appelle le rétro-jugement, c'est-à-dire la capacité à arbitrer. Nous avons des ressources d'arbitrage dans notre cerveau, très complexes, pas forcément consciemment traitées, mais nous pouvons, par apprentissage, en effet, développer la pensée critique, la pensée méthodique. Et je crois que c'est le rôle de l'éducation nationale de le faire. Pour l'instant, elle ne le fait pas, mais je ne désespère pas qu'elle tienne compte, disons, des avancées tout à fait significatives de la science dans ce domaine. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, c'est une raison d'espérer. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. La première chose, la plus simple, c'est se demander qu'est-ce que j'ai envie de croire? C'est-à-dire vers quoi me porte mon désir? Est-ce que j'ai envie que ça soit vrai ou faux? Et généralement, déjà, cette prise de conscience du désir qui peut contaminer le croire, c'est un élément important. À partir de là, il y a aussi la consultation d'argumentaires, les meilleurs argumentaires qui contredisent mon désir. Aller consulter donc des formes d'argumentation bien faites, bien entendu, qui vont dans le sens opposé de ce que je crois. Et puis surtout, essayer, ça c'est un peu plus difficile, de styliser le raisonnement que j'entends et que j'ai envie de croire, en quelques formules, et voir si ces formules sont acceptables d'un point de vue cognitif. Par exemple, s'il n'y a pas une confusion systématique entre corrélation et causalité, deux événements qui arrivent ensemble, n'ont pas été forcément causés l'un par l'autre. Est-ce que c'est bien, par exemple, un miracle, quelque chose de prodigieux, ou est-ce qu'on peut expliquer ça simplement par des probabilités? Est-ce que je n'ai pas négligé le phénomène de régression vers la moyenne, etc., etc. Mais tous ces éléments demandent une éducation à l'existence des biais cognitifs, à l'existence d'erreurs de raisonnement. Et encore une fois, ça c'est sur le temps long de l'éducation qu'il faut proposer ça aux individus qui sont en train de former leur esprit pour qu'ils puissent faire leur déclaration d'indépendance mentale.
Eh bien, je suis, concernant l'avenir d'abord, je rappelle que je ne suis pas Tirésias, je ne vois pas l'avenir, je n'en sais rien, mais si on me demande de faire un pari, une hypothèse, je rappellerai effectivement que je suis optimiste par nature et pessimiste par observation. Mais peut-être que mon observation est elle aussi une croyance, c'est-à-dire que j'observe des phénomènes à court terme et que j'ai tendance à craindre qu'ils se prolongent à moyen et long terme, à tort peut-être, puisque ma rationalité est incarcérée temporellement. Vous voyez, moi aussi, je suis crédule. Bah d'abord, nous nous posons des questions, ce qui est déjà bien. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous savez, moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur cette question. J'ai vu émerger évidemment les sujets. J'en ai profité d'ailleurs, hein. Le hasard a fait que l'actualité a porté mes objets de recherche voilà, un peu sur le devant de la scène. Euh, mais déjà, on se pose des questions, ce qui est une bonne chose. Je crois dans ce genre de domaine, surtout parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont impliqués, que l'intelligence collective va fonctionner. Il y a vraiment de travaux tout à fait remarquables de sciences sociales computationnelles qui ont déjà permis de décrire le phénomène, les chambres d'écho, etc., de façon beaucoup plus précise. Et donc, le type de réponse qu'on peut avoir dépend bien sûr des questions qu'on pose, mais on sait que les algorithmes sont impliqués, la façon dont l'ordre d'apparition et donc la régulation du marché de l'information est impliquée. J'ai parlé de régulation individuelle, développement de l'esprit critique, bien entendu. Les médias conventionnels doivent se poser toute une série de questions. Ils s'en posent. De ce point de vue, je suis relativement optimiste. Mon pessimisme vient seulement du fait que le problème qui est posé à nous est un problème civilisationnel, titanesque, multivariable. Et je ne sais même pas, ce que je craindrais le plus, c'est que nous soyons condamnés définitivement à la crédulité en fonction de notre nature même.